tous et bienvenue à la 4e édition du We Speak Retail, dont le but est d'explorer à chaque édition un nouvel aspect de la chaîne de valeur du retail. Donc on vous propose pour chaque épisode un retour d'expérience concret et une discussion entre un retailer et un client. On a déjà eu 3 éditions précédentes avec les startups Alma, ShipUp et Foam que vous pouvez redécouvrir sur notre site wespeakretail.com. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maëlys Delaloge et je suis investisseuse au sein du pôle industrie culturelle et créative de BPI France. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet du podcast au service du retail. Donc, comme vous le savez, le marché du podcast est un marché qui a explosé sur les dernières années et qui s'est fortement démocratisé. Pour vous donner quelques chiffres, en avril 2022, c'est quasiment 200 millions de podcasts français qui ont été écoutés sur le seul mois d'avril ou téléchargés dans le monde. Donc, plus que l'image ou l'écrit, l'audio, c'est avant tout un format intimiste qui fait appel à notre imagination. Et les contenus audio peuvent s'écouter partout, tout le temps, et donc s'imbriquent très bien dans notre quotidien. En plus de ça, selon des dernières études, le taux de mémorisation est en moyenne 4 fois plus élevé sur un format audio par rapport à un format écrit ou audiovisuel. Donc c'est quelque chose qui va venir convaincre les annonceurs et notamment les marques retail, soit par un simple sponsoring, soit d'élaborer des démarches de podcasts stratégiques de brand content beaucoup plus développées. Donc pour cela, j'ai mes 2 intervenants qui sont Axel Gobert, productrice chez Paradiso, et Guillaume Roland, qui est à la tête de l'innovation chez le groupe Esmosia, qui est un groupe de parfumerie d'intérieur. Donc, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter tous les deux, me dire un petit peu plus sur votre groupe, et puis peut-être répondre à cette première question qui est qu'est-ce que le podcast déjà vous évoque chez vous dans votre consommation peut-être de tous les jours. Tu veux commencer, Guillaume ? J'y vais. Alors, moi, je suis Axel. Je suis à la supervision des podcasts Brand Content chez Paradiso Media. Je produis également des podcasts documentaires. Et Paradiso Media, c'est un studio de production de podcasts international, puisqu'on a donc un bureau à Paris, un autre à Los Angeles. Donc ce sera important sans doute pour la suite de notre échange. Mais en tout cas, on a vraiment cette volonté de s'étendre sur différents marchés. Et donc voilà, donc on accompagne des marques sur la production de podcasts, mais vraiment de A à Z, c'est-à-dire de l'idée, de la conception d'un format audio adapté à leurs besoins, jusqu'à la diffusion, à la communication et éventuellement monétisation selon les objectifs de marque. Donc voilà, Paradiso dans les grandes lignes. Et puis le podcast, mais comme tu le disais, en fait, c'est que il y a donc ces infos sur la mémorisation, c'est aussi très adapté à nos modes de consommation actuels. Moi, le podcast, avant d'intégrer ce secteur-là, je le voyais comme quelque chose de très intéressant qui a fait émerger tout un tas de personnalités, de voix différentes, en fait, donc de sujets différents. Et il y a une liberté de format. On n'est pas contraint par des grilles de diffusion comme en radio, puisque on fait souvent la comparaison. Dans le podcast, on s'autorise des silences. On n'a pas besoin d'occuper une antenne. Donc, en fait, c'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste que c'est différent et ça permet donc de communiquer, de véhiculer des messages de manière un peu nouvelle et d'être peut-être un peu plus créatif. Donc voilà, pour tout un tas de raisons. Et puis c'est un média de l'intime. On oublie la vidéo. Donc les gens ont tendance à se confier un peu plus, de manière un peu plus authentique, un peu plus sincère. C'est vraiment le média de l'empathie aussi. Donc voilà, un peu pour moi ce que représente le podcast. Ouais. Alors Guillaume, je suis directeur innovation du groupe Esmosia et aussi DG de My Jolie Candle, qui est une marque de bougies parfumées. Donc Esmosia plus largement, c'est un acteur du parfum d'ambiance. On a à la fois des marques, mais aussi une activité B2B pour offrir un ensemble de produits très largement sur le marché du parfumage d'ambiance. Ça va de la bougie parfumée au diffuseur pour la voiture, le bouquet diffuseur électrique, et sur l'ensemble des marchés. Donc on fait de la grande surface alimentaire dans le rayon senteur jusqu'au marché du luxe. Par exemple, Maison Berger Paris avec sa fameuse lampe Berger qui existe depuis 1898, ou bien Devino depuis plusieurs générations qui produit des bougies parfumées, ou La Française. Donc c'est une offre très hétéroclite pour des marques en propre ou pour des marques tierces. Et
des marques qui sont patrimoniales. On en parlait, des EPV, entreprises du patrimoine vivant. Donc on a une vraie histoire, un vrai savoir-faire qu'on souhaite transmettre. On va parler du podcast, mais nous on a 2 objectifs principalement avec le projet dont on va parler. C'est d'une part d'enrichir l'expérience du consommateur lorsqu'il va acheter, qu'il soit dans le magasin ou quand il va recevoir le produit chez lui. Et puis aussi de véhiculer une expérience de marque. Et on a été très vite convaincus par la partie audio et la partie digitale audio pour aller véhiculer une histoire, parler du parfum. Et moi personnellement, qu'est-ce que ça me dit le podcast, qu'est-ce que ça évoque pour moi? C'est la liberté. Avant tout, consommer de l'audio, c'est faire autre chose, être dans son canapé, rêvasser, prendre du bon temps pour soi et être libre. Et on a souvent les écrans, un certain nombre d'éléments qui vont nous accaparer dans la journée. Donc pour le coup, le podcast et l'audio, le contenu audio digital pour le coup est un vrai plus pour moi sur cet aspect-là. Et donc qu'on utilise et qu'on utilisera pour nos marques, notamment pour donner cette liberté au consommateur lorsqu'il reçoit un produit ou lorsqu'il va pouvoir découvrir notre histoire. Et pour ça, le podcast est un vrai atout. Merci. Peut-être une première question pour toi, Axelle. Donc, tu es productrice de podcast. Comment finalement t'en es venue à proposer ce format-là comme stratégie commerciale pour les marques? Et puis peut-être aussi un peu revenir sur finalement qu'est-ce qui fait la différence, s'il y en a une, entre du brand content et un podcast plus classique, peut-être dans le développement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes Oui, alors je pense que comme plein de manières de communiquer et plein de médias, les marques s'intéressent à des médias qui te rapprochent de ton consommateur, en fait. Donc, comme une marque qui va avoir un compte Instagram, l'idée c'est d'être au plus près de ton consommateur. Le podcast répond à peu près à la même logique, à mon sens. Enfin, Guillaume, tu me diras si tu le vois autrement, mais... donc voilà, et puis après, il y a eu, je pense, des marques qui se sont lancées. Je pense à des groupes comme Chanel qui ont un peu montré la voie, enfin du moins en France. Aux États-Unis, c'est un peu plus ancien déjà, donc il y a certainement d'autres exemples. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression qu'il y a des grands groupes qui ont permis de montrer un peu la voie. Et moi, je sens au quotidien que les marques ont de plus en plus d'intérêt envers ce média et que, en tout cas, c'est quelque chose qui est un intérêt croissant. C'est encore jeune, mais il y a beaucoup de productions brand qui sont sorties cette année et des projets vraiment qualitatifs, donc ça vaut le coup de se pencher dessus. Ensuite, la différence entre le podcast et le brand content, c'est que le podcast, c'est le podcast et le brand content, c'est du podcast aussi, dans mon secteur. C'est-à-dire que je crois que pour un projet réussi, ou du moins pertinent et qui atteigne les objectifs et qui soit cohérent avec ce média, c'est de faire en sorte que la marque s'efface un petit peu dans un sens. C'est de savoir se faire oublier pour en fait défendre des valeurs, un univers, le partager. Mais je crois que c'est aussi pour ça qu'on se détourne de moyens de publicité peut-être plus directs. Et l'enjeu, c'est d'être franc avec sa cible, etc. Mais c'est peut-être de véhiculer, c'est ça, des idées, des valeurs. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas tellement un outil commercial à proprement parler. Il le devient parce que la marque est finalement présente. Mais voilà, donc on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas tellement de frontières, en tout cas dans le contenu qu'on va imaginer. L'idée, c'est d'aborder la création et le développement d'un contenu de brand content de la même manière qu'on va aborder le développement et la création d'un podcast documentaire qu'on étiquera, qui aura la bannière Paradiso. En fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir de la même manière de trouver des intervenants et des voix qui seront justes pour les messages à transmettre. Top, super intéressant. Donc ça veut dire que finalement, en fait, on est sur un process créatif
qui est le même que sur un podcast de fiction, de documentaire. On va chercher à raconter une histoire sans forcément avoir un but commercial ou de pousser un produit en particulier, en tout cas dans l'immédiat. Oui, en tout cas, nous, c'est notre vision des choses. Alors là, on parle de podcast, moi, je te parle de développement de séries ou vraiment de contenu pour une marque. Après, il existe quelque chose qui ressemble plus à de la publicité, mais qui, encore une fois, a prouvé que son efficacité. C'est tout ce qu'on a en début de podcast, donc les host threads, qui sont en fait des petits messages publicitaires racontés par le host du podcast que l'auditeur s'apprête à écouter. Donc là, il y a une relation de confiance et la marque peut aussi se différencier via ce genre de message, sans forcément créer un contenu par ailleurs, mais ouais, voilà. Et alors après, plus sur le focus du coup de brand content, enfin de stratégie du coup de série de podcasts pour du brand. Ouais. Finalement, est-ce que tu peux nous détailler un peu concrètement le process de développement Est-ce que ça prend du temps tu vois, c'est aléatoire. C'est très aléatoire tout ça. Ça dépend du format. Donc c'est à peu près l'étape 1. Nous, on rencontre des marques qui nous donnent un brief avec leurs envies. Qui veulent atteindre. Il faut savoir que le média, le podcast, on connaît à peu près notre cible. C'est plutôt jeune, 25-35, le cœur de cible. Puis ça peut s'étendre, ça s'étend de plus en plus. D'ailleurs, chaque année, on a de nouveaux chiffres. Et on voit que là, il y avait l'année dernière 33% de la population qui écoutait du podcast. Ça ne fait que grandir, mais voilà, on connaît à peu près la cible. On sait que ce sont des personnes connectées, etc. Et donc voilà, je pense qu'il faut aussi, je te parle de ça parce qu'on s'intéresse donc au moment du développement, on se demande donc comment on va s'adresser à telle cible, enfin voilà, on essaie de faire matcher la cible podcast avec la cible des clients et de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de plus, disons que ce soit fait de la manière la plus intelligente possible et avec les bons intervenants et les bonnes voix pour porter le podcast, c'est super important. Donc il y a la phase de développement. Nous, on imagine quelques formats qui pourraient correspondre. Donc, les formats, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir du talk show, du documentaire, de la fiction. Et puis vraiment, c'est sans limite. Et puis ensuite, on échange. On se lance dans la production. Donc, on s'entoure des personnes dont on a besoin, c'est-à-dire d'un journaliste ou d'un auteur. On passe à l'écriture ensuite, les enregistrements. Je suis vraiment dans vraiment les étapes... voilà, donc l'écriture, les enregistrements, la réalisation, le mixage, la livraison. Après, on passe en diffusion. Donc souvent, pour les marques, c'est du multiplateforme ou d'autres moyens de diffuser son podcast. Mais bref, il existe plein de choses, mais je pense que je t'en reparlerai avec des exemples concrets. Et voilà, et on s'occupe aussi chez Paradiso de toute la partie marketing, communication et le volet monétisation, si c'est l'objectif de la marque qui vient nous voir. Voilà. Ok, super intéressant. J'ai oublié de signaler, si vous voulez poser des questions, il y aura un temps à la fin de l'échange, on va prendre 10-15 minutes pour répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez poser vos questions dès maintenant, on les prendra en fin de séance. Du coup, merci. Guillaume, donc tu es à la tête de l'innovation chez Emosia. Est-ce que tu peux du coup nous en dire un petit peu plus sur le groupe et puis peut-être comprendre un peu votre approche Je sais que vous êtes très présent sur le retail par rapport finalement, est-ce que vous êtes sur du B2C, B2B et puis après, essayer de comprendre comment une stratégie de podcast peut s'imbriquer dans votre stratégie de commercialisation. Ça nous intéresse pas mal. En effet, il y a deux divisions. Il y a le B2B chez Emosia et le B2C avec nos marques. Alors le B2B, pour faire très simple, c'est fabriquer pour des grands noms du luxe des produits de parfum d'ambiance, des bouquets, des bougies parfumées, mais aussi pour de la marque distributeur, par exemple, en grande surface alimentaire. Donc ça, c'est du B2B. On est au service de marques tierces et on fabrique avec un outil industriel, made in France. On a 5 usines, du coulage de bougies, de fabrication avec des produits alcooliques, fabriquer du parfum et ensuite le produit qui va avec. Et ensuite, on a nos marques. Et aujourd'hui, c'est des marques qui vont en effet très mass market ou bien très premium, qu'on distribue dans nos réseaux de points de vente.
des boutiques en propre. Alors là, par exemple, Maison Berger Paris, c'est 80 boutiques en propre, c'est 7000 points de vente dans 70 pays, donc très retail, le brick and mortar, le point de vente où on va voir nos produits à dispo. C'est un groupe qui se digitalise de plus en plus avec une offre e-commerce via ses sites en propre ou via des wholesalers et des sites e-commerce partenaires. Et un groupe qui souhaite, dans son approche aussi produit, offrir une expérience et enrichir cette expérience pour le consommateur et pouvoir raconter plus que le simple produit. On a la chance d'avoir des produits et du parfum. Donc c'est des produits qui vont être déco parce qu'on va les poser dans son intérieur. Par exemple la lampe berger, ça peut être une forme en verre, très sophistiquée. On vient de présenter notre nouvelle collaboration avec Philippe Stark il y a quelques jours. On a des décorations, des produits de décoration qui sont très beaux. Et surtout, il y a le parfum. Et pour ça, on souhaite raconter évidemment l'historique, comment elle a été fabriquée, c'est quoi les ingrédients, mais aussi raconter toute l'histoire qu'il y a autour des produits. Et pour Maison Berger, c'est une histoire qui est longue parce que c'est 1898, c'est autour d'un préparateur en pharmacie qui a développé un produit pour purifier l'air intérieur et le parfumer. Et donc ça, on souhaite le faire par plusieurs manières. En point de vente, on commence à lancer de plus en plus de dispositifs digital en point de vente pour aller enrichir l'expérience avec par exemple des animations en réalité augmentée dans le point de vente pour visualiser le parfum, comprendre comment la lampe fonctionne. Donc on a vraiment une vocation de transformer nos points de vente en actifs digital en quelque sorte pour le groupe. Et puis le post-achat. Et ça, pour nous, c'est clé. Une fois que la personne a acheté son produit en point de vente ou sur le e-commerce, quelle expérience il va s'en faire? Est-ce que c'est simplement déballer le produit, l'utiliser? Bon, on ne veut pas s'arrêter là. Et donc, ce mois-ci, ce mois de septembre, on a lancé pour l'ensemble des nouveaux coffrets de Lampe Berger un dispositif, une petite carte qui invite à scanner et arriver sur une web app. Une web app qui est traduite dans toutes les langues de tous nos pays. Donc, c'est pour n'importe quel consommateur qui va nous acheter en Asie, en Espagne, en France, dans n'importe quel point de vente ou site e-commerce, il va pouvoir et on va pouvoir créer un vrai pont entre la marque et lui avec du contenu digital. Donc dans un premier temps, c'est par exemple une petite notice vidéo en format story Instagram qu'on va pouvoir dérouler pour voir comment fonctionne la lampe. Et la lampe, c'est tout un rituel, parce qu'il faut attendre, il y a des temps d'attente pour lancer la lampe. Un premier temps d'attente de 20 minutes avant que le parfum s'imbibe et qu'on puisse la lancer. Et ce rituel-là, on le fait de manière, dans un premier temps, vidéo. Et nos consommateurs nous ont demandé, accompagnez-nous dans ces temps d'attente. Proposez-nous du contenu sur la marque, parlez-nous du parfum, c'est quoi, comment il est fait, et notamment par l'audio. Parce qu'on veut faire autre chose en attendant, on veut être libre d'aller préparer le dîner, regarder quelque chose d'autre, ou simplement lire un bouquin. Et donc on va lancer dans quelques semaines, pour cette fin d'année et pour l'ensemble des gens qui vont nous acheter sur les fêtes de fin d'année, du contenu audio digital depuis cette web app, avec deux objectifs. Un qui est très tactique, c'est pouvoir les accompagner dans les temps d'attente avant d'utiliser leurs produits. Et un autre qui est beaucoup plus expérientiel, c'est parler de notre histoire, de l'histoire de Maison Berger Paris, de plus de 120 ans d'histoire, et surtout, et ça sera l'objet du premier podcast qu'on lance avec Paradisio, parler du parfum. Parce que pour le coup, on a beaucoup à raconter sur les parfums. On a donné en interne. Tous nos parfums chez Maison Berger Paris sont complexes. Il y a des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond. Et nos clients et nos consommateurs aussi sont hyper curieux de savoir comment ça fonctionne, comment c'est fait. Le parfum, c'est génial parce qu'on transporte, c'est l'émotion, c'est la rêverie. Et donc par l'audio, c'est, selon nous, Maison Berger, et on en est convaincus aussi, nos clients qui nous le demandent, un dispositif, le vecteur parfait pour aller raconter l'ensemble du dispositif qu'on a mis en place pour fabriquer les beaux parfums qui vont parfumer l'intérieur avec nos collections de produits. Et alors, tu mentionnais que finalement, ça revenait de la communauté, le fait qu'ils voulaient de l'audio et pas de la vidéo. Est-ce que vous avez eu d'autres process de décision en interne qui vous ont convaincu d'aller sur le podcast plutôt que sur un autre média? Complètement. On a recruté il n'y a pas très longtemps dans le groupe une designer UX qui travaille du coup, hyper étroitement avec nos consos, des consos qui ne connaissent pas le produit, des gens qui vont découvrir le produit, l'avoir dans les mains. Et on fait beaucoup d'usages et attitudes, de tests maintenant, de gens, des primo-utilisateurs, des gens qui n'ont jamais connu la lampe Berger,
comment ils vont au départ l'utiliser. Et on les a écoutés. Bon, c'est très simple, hein, on se met en situation, on les met dans un salon, on les fait ouvrir leur packaging, au moment où ils doivent attendre, et ils se posent eux-mêmes des questions. Mais alors du coup, Maison Berger, in fine, qu'est-ce que c'est quoi l'histoire? Le parfum, il vient d'où? Comment il a été fabriqué, etc. Et donc, ils ont été force de proposition sur l'audio. Parce que, bon, de fait, on en a parlé, c'est beaucoup plus populaire maintenant que ça ne l'était auparavant. C'est assez simple d'accès, n'importe qui peut en avoir accès. Et donc, on les a écoutés via ces tests UX. On a fait du quali, du quanti. Et ça, maintenant, ça drive l'ensemble de nos développements. C'est-à-dire que dès qu'on lance des produits, des nouvelles innos, ça peut être des services aussi. On a lancé assez récemment des services autour du choix parfum. Eh bien, on les met au cœur de la décision pour que quand on lance quelque chose, ça soit consommé et surtout apprécié. Et est-ce que vous attendez un type de retour particulier? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que vous pilotez, le retour consommateur sur ce podcast? On en attend beaucoup, plus généralement de cette digitalisation de la relation entre nos consos et la marque. Des lampes Berger, on en vend beaucoup, des centaines de milliers, on vend des millions de litres de parfums tous les ans. Donc l'enjeu est assez important et il faut que le contenu soit de qualité. Et donc évidemment, on va s'attarder à voir combien de gens ont lancé les podcasts. Est-ce qu'ils les ont écoutés jusqu'au bout? Est-ce que ça les a aidés à accompagner dans les temps d'attente? Ou plus généralement, est-ce qu'ils les ont reconsommés avec les nouveautés ou l'ensemble du contenu qu'on va pouvoir développer à terme? Ça sera cette attrition, ça sera vraiment l'élément qu'on va regarder en premier. Et puis plus généralement, est-ce qu'ils ont été satisfaits? Est-ce qu'ils en demandent? Parce que ça, on le verra très vite. On en est assez convaincus parce qu'on a beaucoup de choses à raconter. Pour une maison plus que centenaire de parfums, on a des choses à raconter sur le parfum, mais pas que, sur l'histoire de comment est fabriqué un verre. Avec l'audio, on peut aussi exprimer les notes olfactives, de la manière dont avec un peu du sound design, donc comment on va parler d'une note ambrée ou de la bergamote, ou comment on va raconter que le verre est fabriqué dans une usine, ou plus simplement qui a été à l'origine de la lampe. Et ça, bon, pour nous, c'est des sujets sans fond, donc on est très, très, très heureux et impatients d'avoir les retours de notre communauté. Et donc, du coup, le lancement est prévu pour octobre? Ouais, fin octobre. On a vocation à le proposer surtout pour les fêtes de fin d'année. Donc, on en vend beaucoup, des produits pour les fêtes de fin d'année. On a un très, très beau, très, très bel attrait sur les nouvelles collections qu'on a présentées, Philippe Starck, et puis les autres designs que les équipes marketing ont développé chez nous à Maison Berger Paris. Donc, sous le sapin, il n'y aura pas que des lampes Berger, il y aura aussi des podcasts. Top. Et alors, peut-être une question pour toi, Axel, parce que du coup, tu as pu travailler sur plein de campagnes, de brands, de pas mal de sociétés différentes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas que du retail, mais par exemple, oui, j'ai travaillé pour Hermès cette année, beaucoup. On a réalisé une série qui s'appelle Un air de légèreté, en français, anglais et chinois aussi, qu'on a lancé plus tard, mais qui est déjà en ligne, c'est bon. Donc un air de légèreté, c'était pour accompagner leur thème de l'année qui était la légèreté. Hermès, chaque année, a un nouveau thème. Et donc là, l'idée, c'était de coller à ça. Ils avaient des envies d'originalité, puisqu'ils étaient déjà présents dans le podcast. Ils avaient déjà réalisé 2 séries audio. Et puis, pour cette 3e saison, ils sont venus nous voir. Et on leur avait proposé de faire parler des objets, et ça leur a plu. Donc on a fait parler l'aiguille d'une montre, on a fait parler une barre de saut d'obstacle, un carré Hermès. C'était vraiment très chouette à produire, et pour le coup, c'était vraiment très adapté avec leurs objectifs. Et l'idée, c'était d'offrir un contenu à leurs clients, ouais, puisqu'ils ont une clientèle très fidèle et qui est toujours assez preneuse de contenus originaux. Sur leur Instagram est assez chouette d'ailleurs. Ils ont toujours tout un tas de nouvelles idées pour communiquer autour de la marque. Enfin voilà, c'était très intéressant. Et pour Hermès toujours, mais c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, Guillaume, mais on a imaginé un podcast pour le parfum Terre d'Hermès au Givry. Et en fait, c'est le portrait sonore du parfum. Donc l'idée, c'était d'avoir une approche quasi synesthésique, en fait, où en sentant le parfum, on peut écouter le podcast et ça nous plonge dans ce qu'il est. Donc là, c'était un univers, c'était la chaleur de la glace, le sous-titre du parfum. Donc avec beaucoup de sound design et une musique composée sur mesure, un texte écrit sur mesure aussi qui raconte vraiment la moindre note du parfum.
l'auditeur était plongé dans cet univers entre le feu et la glace. Et c'était assez intéressant à produire. Enfin, c'est même très excitant de travailler sur ce genre de projet puisque c'était nouveau. Et puis la manière dont ils ont abordé aussi la diffusion était très intéressante puisque on avait un QR code, on a un QR code à scanner sur le packaging et ce qui lie vraiment l'expérience olfactive à l'expérience auditive. Et puis c'est intéressant aussi. Dans le genre de magasin dans lequel leurs parfums sont vendus, puisque souvent on va chez Sephora, et donc là il y a tout un tas de marques différentes, et comment tu vas réussir à installer ton univers à toi. Et typiquement, de rendre le podcast accessible via un QR code devant l'étalage, là au moins il y a un storytelling et tu as quelque chose de très marqué dans l'univers qui est assez intéressant pour se démarquer en fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en brand? J'ai l'impression de passer en revue un catalogue. On a également produit un podcast pour Petit Bateau. Donc là, c'est intéressant puisque c'est une autre cible. L'idée, c'était de s'adresser à des enfants. Faut l'imaginer dès le départ, en fait. C'est une manière de raconter quelque chose de vraiment très différente. L'envie de Petit Bateau, c'était vraiment de mettre en valeur tous leurs engagements. Ils voulaient reconnecter les enfants à la nature. Ils œuvrent vraiment au quotidien à communiquer là-dessus, en tout cas, et à soutenir des associations et des mouvements dans cette direction-là. Et donc, nous, on a fait le podcast À nous la nature, où dans chaque épisode, donc c'est une fiction, il y a 2 enfants qui incarnent la série et une babysitter qui fait un peu le rôle de la transmission des connaissances, en fait. Et donc, les enfants apprennent ce que c'est qu'une taupinière, une ruche, voilà. Donc, mais c'est très intéressant aussi d'aller sur différents domaines. On travaille également avec Ubisoft depuis quelques mois. Là, l'idée, c'est de réfléchir à une stratégie, donc on s'éloigne du retail, mais c'est un exemple que je trouve intéressant dans le sens où cette marque se positionne vraiment en marque média. Et donc, on réfléchit à une stratégie audio globale en imaginant plusieurs axes de réflexion, soit autour de leur licence, soit autour du jeu vidéo. Et donc, tout ça est en train de se déployer. On a lancé la chaîne Écho de l'Histoire au mois de mars. Avec un podcast qui accompagnait la sortie de leur jeu Assassin's Creed Ragnarok. Donc là, on a fait un podcast histoire avec l'influenceur Nota Bene. Donc ça aussi, c'est intéressant pour ça, parce que les marques, parfois, ont intérêt, ou ont l'envie de s'associer à des gens qui portent un message depuis longtemps déjà. Voilà, donc l'idée, là, on a travaillé avec Nota Bene, c'était déjà une référence dans le contenu explainer historique. Donc voilà, on a fait ce projet-là. Est sorti aussi durant l'été le podcast Behind the Legend. Donc là, pareil, pour célébrer les 15 ans de Assassin's Creed, on a sorti des portraits de personnages historiques dont la légende les a dépassés. Et là, c'était un autre moyen de communiquer. Si on n'a plus fait appel à un influenceur histoire, on a pris les voix des jeux vidéo pour raconter ces différents personnages qu'on voulait évoquer. Voilà, c'était eux qui incarnaient la série. Et puis, il y a plein d'autres projets à venir avec eux. Voilà, j'en saurai plus dans les mois à venir. Du coup, finalement, ce sont des stratégies à chaque fois hyper spécifiques. Mais à chaque fois, vous mettez beaucoup de créativité pour créer du contenu qui ne soit pas en fait avec une démarche un peu intrusive. C'est un peu le sentiment que j'ai, et que ces sociétés en fait, cherchent de plus en plus à se réinventer en médias 360, comme tu disais. Ouais. Le principe, c'est d'être très proche de sa communauté. Et alors, peut-être encore une question pour toi. Finalement, quelles sont un petit peu, peut-être dans tes démarches que tu peux avoir de pitcher la solution à des marques, quelles sont un peu les idées reçues, tu vois, de marques ou de retailers qui finalement vont pas oser aller sur le podcast ou ça les intéresse pas trop, et comment toi tu les convaincs que c'est un média intéressant pour communiquer avec avec tous les chiffres dont on a parlé depuis le début, donc c'est-à-dire c'est un média qui suscite l'intérêt depuis quelques années, ça ne fait que progresser ici en France. On est un peu en retard par rapport aux États-Unis, mais on voit que l'intérêt est grandissant là-bas aussi, et donc ça arrive chez nous. Je pense que
Les craintes, c'est-à-dire que c'est un budget supplémentaire en fait, c'est une manière de communiquer supplémentaire, donc c'est juste valoriser l'audio par rapport à d'autres moyens de communication ou alors répartir différemment. Il y a plus tellement, je dirais, de préjugés. Enfin, en fait, les gens qui viennent nous voir sont aussi des consommateurs de podcasts, donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu rassurés là-dessus. En revanche, il y a aussi beaucoup de marques qui ont tenté de réaliser des podcasts en interne. Et parce que c'est accessible en fait de faire un podcast. À peu près tout le monde peut en faire. Avec un micro, un logiciel de montage et hop, ça se retrouve sur les plateformes d'écoute. Mais pour avoir un contenu pro et précis, ça demande un peu plus de travail. Enfin, c'est important de se faire accompagner par une structure, je pense, notamment pour l'expertise technique, des auteurs qui sont dédiés à ça en interne. Souvent, c'est une personne qui va s'en occuper, mais qui n'est pas que dédiée à ce projet-là. Donc, il y a beaucoup de marques qui ont commencé en interne et qui se sont dit, OK, il y a un vrai intérêt pour l'audio, mais on a besoin de se faire accompagner par un studio de production audio, ouais. Ouais, et puis je suppose des stratégies de diffusion aussi. Oui, c'est ça, c'est qu'un studio de podcast, que ce soit Paradiso ou les autres, c'est-à-dire qu'on connaît les plateformes, nous on entretient de très bonnes relations avec Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, on connaît bien tout cet écosystème, on connaît aussi les différents leviers pour avoir des mises en avant. C'est quand même un écosystème qui est assez dense. Enfin, quand on ouvre une application d'écoute de podcast, il y a tout. Donc il faut se sortir, il faut pouvoir être mis en valeur dans tout cet écosystème. C'est très dense en fait. Et voilà, donc on a ces connaissances-là aussi pour aider nos clients à être vus et entendus. Et toi, Guillaume, du coup, c'est quoi un peu la force et peut-être les faiblesses aussi que tu vois sur ce média-là, du podcast, peut-être par rapport à d'autres stratégies de com que vous avez pu avoir au sein du groupe. Je ne sais pas d'ailleurs quel type de com vous utilisez, vous utilisez le plus. Comme je disais, et comme tu l'as aussi dit, c'est très complémentaire et dans une approche 360, l'audio a toute sa place maintenant. On parlait d'expérience en point de vente, qu'est-ce qu'on peut faire pour des marques retail. On a beaucoup maintenant développé la partie image. On projette de plus en plus nos produits avec du contenu lifestyle, déco, Instagram, Pinterest en sont les clés de voûte pour nous. Donc il y a eu vraiment un gros axe sur la photo parce que dans notre cas, pour des produits de déco, évidemment c'est nécessaire. Et on a vite vu le potentiel de l'audio pour parler plus généralement de nos produits et de l'expérience que qu'ils peuvent créer chez nos consommateurs. On a une tagline chez Emosia, c'est Creating Moments of Emotion. Et on a des produits en effet dans le parfum, c'est une de nos forces. On peut faire voyager les personnes, on peut les amener dans des moments de cocooning, de bien-être chez eux. Et donc ça, pour le coup, dans certains cas, l'image, ou même la vidéo, on a ses limites, parce que les personnes veulent être tranquilles, veulent s'allonger sur un sofa. Typiquement, le cas d'usage de quand je veux utiliser une petite bougie parfumée, c'est je la mets dans mon salon et puis je prends un temps pour moi, je prends un temps calme. Et donc, pour le coup, l'audio, là, est hyper complémentaire pour pouvoir raconter plus que par la simple image et de manière beaucoup plus libre que par l'audio visuel. Donc on l'a vu de manière complémentaire. On n'est pas encore allé sur la partie POS, Point of Sales. On n'a pas encore demain projeté l'audio en point de vente particulièrement. On a déjà commencé à créer des éléments du contenu digital en point de vente et on a déjà des bons premiers retours pour augmenter le point de vente. On en a parlé de la réalité augmentée, où là, pour le coup, on arrive à faire parler la lampe avec un certain nombre d'éléments 3D qui vont sublimer et se juxtaposer aux produits physiques en point de vente pour parler des parfums de manière imagée ou bien parler de la manière dont on va utiliser le produit quand on l'aura acheté et qu'on sera chez soi. Donc demain, ça peut être un élément nouveau pour le coup de notre stratégie
digital in-store qu'on va pouvoir réfléchir. Et on est très preneur des retours des différentes marques avec lesquelles vous avez travaillé sur cette partie-là. Et fort de 7000 points de vente, on aura des choses à faire certainement. Mais on le voit vraiment de manière complémentaire. Ça, c'est certain. Et moi-même, étant consommateur de podcasts sur le contenu éditorial historique ou d'influenceurs, je suis persuadé qu'il a toute sa place maintenant dans le brand content et que l'audio marketing a de beaux jours devant lui. Ça, c'est certain. À nous, marques, de pouvoir s'en emparer au mieux en étant en effet en proximité sans vendre quelque chose. Parce qu'en effet, on a cette opportunité-là d'être dans le storytelling et de pouvoir aller au-delà que de la vente. Et pour le coup, nous, c'est déjà le cas parce que la personne aura le produit. Donc une fois qu'il aura consommé cette partie audio, c'est vraiment du plus sur la marque, sur l'histoire, sur le parfum. Et alors, tu mentionnais le storytelling. L'impression que j'ai, c'est que, et comme vous avez travaillé tous les deux, j'ai l'impression sur du podcast multilingue, finalement, quand on a une démarche commerciale qui est moins poussée, est-ce que le podcast peut voyager beaucoup plus librement ou alors est-ce qu'il faut transformer cette stratégie de brand content par pays pour avoir les codes en fait, de langage parce que je suppose que c'est pas la même strate de commercialisation au Japon, aux États-Unis, où finalement, là, comme on est beaucoup plus créatif, tu parlais de la sensorialité, on va parler de choses qui sont quand même beaucoup moins terre-à-terre par rapport à acheter un objet. Est-ce que finalement, du coup, ça voyage d'autant plus sans avoir vraiment besoin de changer la trame? C'est une question un peu pour vous deux, d'ailleurs, parce que vous avez été... Alors nous, c'est un peu au cœur de notre réflexion, parce que c'est vrai qu'on est vraiment tourné vers l'international, c'est ce que je te disais au début, mais on a produit cette année beaucoup de contenu pour le Brésil, qui est un grand consommateur de podcasts, pour l'Allemagne, la Chine et les États-Unis, le marché anglophone. Vraiment, il y a une petite différence quand même entre les États-Unis et UK. C'est pas tout à fait les mêmes formats qu'on imagine, mais c'est vrai qu'on essaie de localiser un plus possible, le plus possible, c'est-à-dire de s'adapter à la cible. Parfois, il ne s'agit pas juste de faire une traduction si on veut être le plus pertinent, le plus juste. C'est pas toujours évident. En fait, nous, c'est quelque chose qui nous intéressait vraiment. Donc, ces derniers mois, on a vraiment été à la rencontre de plein de studios localement et avec qui on a développé des partenariats. Et comme ça, on sait qu'on peut accompagner nos projets et ceux des marques le plus précisément possible et avec... c'est ça, en connaissant ce qui fonctionne localement, parce que c'est... Mais bon, parfois aussi, ça dépend vraiment de ton contenu, de ce que tu veux véhiculer, mais donc il est préférable dans certains cas de localiser, d'adapter ton contenu à l'audience souhaitée. Et en revanche, nous, on a fait beaucoup de... Tu vois, l'exemple de Terre d'Amasso-Givry, on l'a fait en 11 langues, donc... Et là, c'était quelque chose d'assez exportable, assez international. Ok. Voilà, ça si, totalement. Ça dépend des stratégies. Oui, voilà, c'est ça. Pour le coup, côté Maison Berger, on sait que selon les zones, il faut adapter le contenu. Et on est assez puissant en Asie. On a pas mal de boutiques en propre et des consommateurs qui sont très fans. Et on sait qu'on ne parle pas de nos produits de la même manière en Europe qu'en Asie. Et donc, pour le coup, on a une approche francophone dans un premier temps. Et on saura adapter à ce que nous on connaît, de comment on va parler de la fragrance et des produits sur les autres zones, parce que ça sera demandé pour ceux qui vont nous écouter et qui vont avoir le podcast entre leurs mains. Donc ça sera assez clé, mais on pourra pour le coup le faire tester. Parce qu'on a certainement des utilisateurs fans qui vont pouvoir nous faire des retours sur le contenu audio qu'on développera. Top. En tout cas, on a hâte d'écouter le podcast fin octobre et puis de découvrir tous les autres podcasts de Paradiso, puisque vous faites aussi de la fiction. Pour le coup... Oui, il y a eu plein de projets cette année. Là, il y a une grosse sortie du podcast Styx en 5 langues, si je ne dis pas de bêtises, 4 ou 5 langues, avec Dali Ben Salah. Et c'est un podcast qui a été enregistré sur le terrain, sur plein de différents lieux, comme une production de cinéma. Et donc là, c'est notre prochaine sortie qu'on a hâte de partager avec tout le monde. Top. Du coup, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Je vois qu'on a quelques questions. Du coup, comme il nous reste un peu de temps, je vais vous les poser.
Une première question, du coup, pour tous les deux. Donc, dans votre collaboration pour le développement du podcast, est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ? On en est au début. Donc, pour le coup, on est sur une phase où on a reçu des propositions suite à un brief par Paradisio, de mémoire 4 ou 5, sur 4 ou 5 différentes approches. On en a sélectionné une qui nous parlait le plus. Et on a travaillé, nous, en interne, avec à la fois, évidemment, l'équipe digitale, marketing, mais aussi on a mis une de nos parfumeurs dans la boucle pour pouvoir juger ce qu'avaient eu en tête les équipes créatrices de Paradisio pour en sélectionner une. Donc c'était vraiment un process au sein du groupe très transversal et on voulait que ce podcast, on est une équipe transverse pour le créer. Et là, on va rentrer sur une partie plus opérationnelle avant de le diffuser dans notre web app pour la langue berger. Tout ce qu'a dit Guillaume. Parfait. Alors, une pour toi, Axel. Est-ce que selon toi, il faut que le business, la société qui fait appel à du brand content, soit assez mûre, dans le sens assez mature, avec une forte image de marque? Déjà, est-ce que c'est un prérequis pour se lancer sur une strate de podcast brand? Moi, je crois pas, parce que si je fais la comparaison avec du documentaire plus classique, tu vois, il y a des podcasts avec des influenceurs qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que tu as une marque déjà installée, qui est donc cette personne avec une communauté, et ça ne fonctionne pas aussi bien que certains podcasts où là, tu as vraiment des voix émergentes, type Le cœur sur la table, qui a été le podcast... qui est un peu une référence, Victoire Tuaillon, elle s'est fait exister toute seule parce que, en fait, je pense que ça dépend vraiment de ton message et de la manière dont tu le racontes. Donc, je suis pas sûre que... Je pense que le parallèle est vrai avec le brand, c'est-à-dire que tu peux être une marque pas forcément mûre et arriver sur le marché, et au contraire, constituer aussi une audience et donc une communauté via l'audio, en fait. Il me semble que c'est ça, c'est assez... Le parallèle avec le documentaire fonctionne. Ouais, parce que les auditeurs de podcast, c'est quand même une cible un peu spécifique. Ouais. Qui est plus, je sais pas, en termes d'âge, on est quand même plutôt sur... c'est 25-35, l'audience est plutôt connectée, assez urbaine, puisque le podcast, tu l'écoutes dans les transports, ou quand tu es chez toi, je sais pas, à faire des tâches ménagères ou un truc comme ça, donc ça correspond bien à une cible active, quoi, c'est ça. Mais donc oui, c'est en fonction de la cible que tu as envie d'atteindre, de ton message et tout ça. Je pense que c'est pas réservé aux grands groupes, en fait, cette réflexion de la stratégie audio. Et non, c'est même intéressant, je pense, de grandir, d'évoluer avec cette offre en continu. Et de l'alimenter en continu. C'est un truc que j'ai oublié de te dire, mais Lorenzo Benedetti, qui est un des fondateurs de Paradiso Media, fait souvent le parallèle aussi entre un flux de podcast, donc en fait ton flux, ta chaîne, et un compte Instagram. C'est-à-dire que le compte Instagram, si tu mets 6 photos et plus rien ensuite, tu n'as rien à constituer vraiment. Alors que... Et donc, il faut le voir de la même manière pour l'audio. C'est-à-dire que tu vas faire une saison audio en 6-8 épisodes. C'est trop bien parce que tu vas créer un rendez-vous chaque semaine, disons, si tu vas diffuser ton épisode tous les mercredis. Là, c'est trop bien, tu as un engagement, en fait. C'est aussi l'intérêt du podcast. Tu peux t'abonner donc, et suivre les sorties d'un flux de podcast. Et chaque semaine, tu vas recevoir un push te disant que... le nouvel épisode est sorti. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ça aussi, pour fidéliser tes auditeurs. Et l'avantage de réfléchir, de le penser comme un compte Instagram, c'est que vraiment, si tu vas alimenter ce même flux, tu vas à nouveau consolider ton audience et créer vraiment un rendez-vous hyper régulier, et ça va devenir, c'est une attente, quoi. C'est assez intéressant là-dessus. Nous, on essaie de l'intégrer dans nos réflexions, dans nos stratégies, dans les stratégies audio qu'on recommande aux marques qui viennent nous voir. Mais d'être présent en continu, c'est un plus. Super intéressant. Du coup, de la fidélisation. Et finalement, c'est un média qui coûte quand même moins cher que de la production audiovisuelle, si jamais on veut se lancer dans des pubs. Donc, ça peut être des budgets pour des jeunes marques
qui reste intéressant à octroyer sur des poches de brand. Alors, question pour toi, Guillaume. En fait, tu as eu cette stratégie de podcast qui était un retour client. Est-ce que toi, tu as une stratégie de récolte de données de tes clients après écoute de podcast? Tu disais notamment que tu vérifiais qu'ils l'ouvraient et qu'ils l'écoutaient jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres types de données que vous allez regarder? Plus généralement, pour nous, en tant que marque, on va être distribué dans des points de vente physiques qui ne sont pas les nôtres, dans certains cas qui sont les nôtres ou nos sites e-commerce. On a ce souhait d'avoir ce contact avec le client pour lui proposer et de lui enrichir son expérience tout au long de la durée de vie du conso. Pas que quand il ouvre sa boîte, mais évidemment tout au long de sa durée de vie. Donc oui, on a une stratégie de pouvoir le faire entrer, le faire découvrir à la maison, lui faire découvrir plus que ce qu'il a reçu. On est une marque où on est beaucoup offert en cadeau. Et donc c'est une stratégie du groupe, d'avoir ce knowledge sur nos consommateurs, pas que pour avoir cette info-là, mais pour aller plus généralement lui enrichir son parcours, la LTV, long time value de notre consommateur est très importante aux yeux du groupe pour toutes les marques, hein, pour Maison Berger, pour la Française, pour My Jolly Candle ou pour même nos marques GSA en grande surface alimentaire comme Devino. C'est clé de pouvoir connaître le consommateur, de pouvoir l'embaser à un moment ou à un autre. En effet, un contenu comme celui-ci audio est une bonne manière en lui proposant plus de contenu, du contenu plus riche, le faire un peu rentrer dans notre maison, en quelque sorte. On est un parfumeur d'intérieur, donc, et si on arrive à le faire entrer dans la maison pour lui raconter plus que ce que proposent les produits, ça c'est réussi et l'objectif est atteint pour nous, marques. Top. Et donc une question pour toi, Axel. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une fourchette du prix d'accompagnement pour la mise en place d'un podcast de brand chez Paradiso Media? C'est tellement variable. Enfin, je pourrais te dire tout et n'importe quoi, mais en fait, c'est tellement à tiroir, puisque ça dépend de la musique, si tu l'as fait composer sur mesure ou pas. Est-ce que tu mets du sound design? Qui va incarner le podcast? Est-ce que c'est donc quelqu'un qui a la notoriété et ça s'achète? Enfin, ça se rémunère. Est-ce que tu peux passer dans nos studios ou est-ce que tu veux enregistrer dehors? Est-ce qu'il faut de l'enregistrement à distance? Enfin, tu vois, en fait, il y a tellement de variables que je ne peux pas te donner. Mais peut-être une fourchette basse et une fourchette haute, qu'on ait juste un ordre de grandeur. Mais je vais dire des bêtises et après tu vas se moquer. Moi, je sais Paradiso. Non, pas de bêtises. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Ça marche. C'est moins cher que l'audiovisuel, c'est ce qu'on peut dire, voilà. Ouais, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre plus précisément. Non, mais je suppose qu'il y a des stratégies d'accompagnement. En effet, si vous arrivez très en amont, moins... Oui, puis ça dépend si c'est une série, quelle durée. Enfin, c'est beaucoup trop variable. En tout cas, au minimum, c'est pas gratuit, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Non, mais bon, bref. Ça marche. Je crois pas qu'il y ait d'autres questions. Donc du coup, on va finaliser l'échange. Donc merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Merci à vous deux d'être intervenus sur ce panel. Pas de souci. Et donc on vous retrouve le 28 octobre prochain pour une discussion sur les NFT avec la start-up Ariani qui sera notre intervenant. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.